Honorable Ministers, esteemed guests. Honorables ministres, chers invités, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus au conclave ministériel sur le capital humain 2022, discussion de panel qui mettra l'accent sur la protection et le renforcement du capital humain en pleine crise alimentaire mondiale. Je suis Jacuntullah Santiran, je serai votre modératrice cet après-midi. Le conclave ministériel sur le capital humain est une séance à huis clos qui réunit les ministres des Finances, de la Planification et du Budget de pays appartenant au réseau Capital Humain, au projet pour le capital humain, qui est un effort international en vue d'investir dans les gens pour favoriser la croissance économique et plus grande équité et égalité. Comme nous l'avons vu dans la vidéo, le réseau comporte désormais 86 pays. C'est la deuxième partie du conclave. Et l'objectif est de diffuser à un public plus large les principales conclusions de la séance à huis clos qui a pris fin il y a peu. J'aimerais maintenant inviter les membres du panel à me rejoindre et je vous prie de les saluer. So right at the end, please. Thank you, Minister. Thank you all our distinguished. Merci beaucoup nos distingués panélistes, vice-présidente du développement humain à la Banque mondiale, Madame Murthy est responsable des pratiques mondiales concernant l'éducation, la santé, la nutrition, la population, la protection sociale et l'emploi, ainsi que le projet pour le capital humain. Et puis son Excellence, Madame Oulimata Sarr, ministre de l'économie, de la planification et de la coopération au Sénégal, est également la première présidente du réseau du projet pour le capital humain. Si j'ai bien compris, c'est une présidence tournante. Donc, chaque pays du réseau assumera cette présidence. Nous avons également parmi nous M. George Tetrick, président et directeur général et cofondateur de Eat Just, une société technologique, de technologie alimentaire dont la vocation est de créer un système alimentaire plus sûr, plus pérenne, pour que tout le monde mange bien. Il s'intéresse notamment à ses activités sur le terrain en Afrique, où il est dès lors pleinement conscient des carences nutritionnelles dont sont victimes de nombreuses personnes. Et nous avons Mme Marie Pangastou, directrice exécutive de la politique pour le développement et les partenariats auprès de la Banque mondiale. Elle joue un rôle de leadership et assure le suivi de la recherche et de la consolidation de données auprès de la Banque mondiale. Merci beaucoup de votre présence. Soutenir, protéger le capital humain, cela devient de plus en plus important égard au contexte actuel. La pandémie, la guerre, le changement climatique et la pauvreté qui ne cessent de croître. Les prix des denrées alimentaires s'envolent aux quatre coins du monde, ayant un impact encore plus lourd sur les personnes pauvres et provoquant l'érosion du capital humain. Nous constatons des prix, donc des denrées alimentaires à la hausse. L'insécurité alimentaire ne fait que progresser. Les gouvernements se doivent d'offrir une sécurité alimentaire aux ménages et de créer des systèmes d'alimentation qui soient à la fois source de nutrition et qui soient pérennes. Madame Sarr, que pouvez-vous nous dire sur les conclusions de la première partie du conclave? Merci beaucoup, je suis ravie d'être ici. Nous n'avons pas eu une séance de ce type, une séance ouverte de ce conclave, donc c'est notre séance inaugurale ouverte à tous. Je suis ravie que nous ayons pu l'organiser. Nous avons créé le projet Capital Humain afin que les ministres des Finances et des Budgets de la planification puissent se concerter au sujet des défis à relever pour fournir les prestations sociales et élaborer une politique nécessaire pour le développement du capital humain. On nous a toujours dit que les conversations au sein du conclave sont si éclairées qu'il faudrait les diffuser plus largement, raison pour laquelle nous avons mis au point
décidé de tenir cette réunion-ci. De quelles questions avons-nous discuté? Deux grands axes. Tout d'abord, les systèmes de protection sociale, programme de transfert de liquidités, d'espèces qui peuvent soutenir les ménages. Ce sont les ménages les plus pauvres et vulnérables qui sont ciblés. Cela leur permettra d'aller acheter de la nourriture et de scolariser leurs enfants, d'accéder aux soins, aux services de santé. Donc, toutes ces nécessités, mais auxquelles les ménages n'ont pas toujours accès en raison de leurs contraintes financières. Les ministres nous ont dit comment ils s'y prennent pour élargir les programmes de transfert de liquidités dans le cadre des restrictions budgétaires qui s'imposent à eux. Et ils sont heureux à avoir dit qu'évidemment la tâche est plus facile si les bases ont déjà été jetées avant la crise. Donc, cela veut dire avoir un registre de la population pour pouvoir cibler les prestations, cibler ces ménages en leur offrant des prestations en espèces ou autres moyens de paiement. Aujourd'hui, la technologie peut beaucoup aider. Parfois, il peut y avoir un virement électronique ou simplement rajouter un peu d'argent sur son compte mobile en utilisant son téléphone mobile. Donc la technologie a ouvert bien d'autres possibilités en la matière. Certains ministres ont aussi évoqué le fait que la crise est une opportunité, une occasion à saisir pour innover et qu'ils ont ciblé des groupes qui, par le passé, avaient été laissés de côté. Et en fait, ils ont profité de la crise pour apporter un soutien à ces groupes qui avaient été négligés auparavant. Donc voilà, ça c'était un grand axe de la discussion. Bon, évidemment, on peut avoir de l'argent pour acheter de la nourriture, mais si la nourriture n'est pas disponible ou sous une nourriture riche en nutrition n'est pas disponible, cela favorise pas la sécurité alimentaire. Donc l'autre grand axe des discussions, c'était comment faire en sorte qu'il y ait une offre, une disponibilité d'aliments riches en nutrition. Monsieur Sarr a d'ailleurs lancé la discussion. Quelles sont les conditions préalables qui doivent être remplies afin qu'il puisse y avoir production locale d'aliments riches en nutrition? Et certains ministres ont aussi parlé des interventions dont ont besoin les maires, les familles et les collectivités pour pouvoir tirer parti des aliments locaux pour offrir une bonne nutrition à leurs enfants. La discussion a été passionnante, je dois le dire. Nous avons eu un survol de politique dans de nombreux domaines. En fin de compte, favoriser, promouvoir le capital humain, cela passe par une approche holistique. De nombreux ministères doivent être impliqués. Un seul ministère ne peut pas assumer cette responsabilité. C'est un effort qui doit être collectif, impliquant le gouvernement, les CSO et le secteur privé. Merci beaucoup. Madame la ministre Sarr, en tant que présidente du réseau, sur la base de votre expérience, comment est-ce que les prix peuvent avoir un impact sur le capital humain, la croissance? Comment le Sénégal s'attaque-t-il à ce défi? Merci beaucoup de me donner la parole. Merci beaucoup à la Banque mondiale de m'avoir invité à présider ce réseau si essentiel qui tente de favoriser les échanges, de tirer les enseignements de ce qu'ont fait d'autres pays au sujet d'un thème primordial. La plupart des pays membres de ce réseau ont fait du capital humain un pilier de leur plan national pour le développement et tout le monde est pleinement conscient du fait qu'afin de réaliser les ODD, Objectifs de développement durable, il nous faut nous attaquer au problème de l'alimentation zéro, enfin, personne n'est faim, l'éducation pour tous. Dans mon pays, l'alimentation est au cœur de nos priorités. Nous avons un registre en place des personnes vulnérables, ce qui nous permet de transférer de l'argent aux personnes les plus vulnérables et nous garantissons aussi une couverture santé, une assurance santé aux personnes les plus vulnérables. La protection sociale fait partie intégrante des programmes phares du gouvernement. Alors, quels seront les critères qui nous permettront de mesurer notre succès? À l'heure actuelle, nous sommes témoins de nombreuses crises qui convergent. La question de la nutrition est essentielle. Nous le savons en Afrique et au Sénégal. Dans la mesure où vous souhaitez que les enfants puissent apprendre, eh bien, il faut veiller à ce qu'ils soient bien nourris.
ce que ces enfants puissent avoir une bonne nutrition. Nous allons, je sais, parler d'un certain nombre de solutions. Je pourrais vous parler de nos programmes dans notre pays pour ce qui est de garantir cette bonne alimentation pour les enfants. Par ailleurs, les enfants, les femmes, les jeunes dans l'ensemble qui ne mangent pas à leur faim, qui ont faim, eh bien, ne peuvent pas être productifs. Et aujourd'hui, tous les gouvernements, y compris le nôtre, investissent afin de veiller à ce que l'on règle ce problème de la malnutrition. Lors de la première partie du conclave, nous avons discuté de l'approche intégrée, politique, compétences, financement, accès au marché, infrastructures essentielles, parce que pour faire bouger les choses, nous sommes convaincus qu'il faut adopter une approche intégrée. Ça, c'est essentiel. Et j'aimerais dire quelques mots au sujet du Sahel. Vous le savez, le Sahel est composé de pays qui sont l'épicentre du changement climatique, de l'extrémisme violent. Et à l'heure actuelle, de nombreux coups d'État aussi se succèdent. Et tous ces chocs, toutes ces crises ont des incidences délétères sur les habitants. Du point de vue de la nutrition, il y a bien sûr de nombreuses personnes déplacées. Et afin de trouver des solutions, nous devons à tout prix investir. Aujourd'hui, lors du conclave, je crois que nous sommes tous convenus qu'il est temps de lancer un appel à l'action parce que nous avons de nombreuses déclarations. Tout le monde dit que c'est tellement important qu'il faut y consacrer des ressources, mais nous sommes aussi d'accord qu'il faut quand même un grand bond en avant pour que les choses évoluent. On ne peut pas se contenter de progresser par petits pas. Nous avons besoin de grands investissements dans la nutrition, la santé et l'éducation. Je vous remercie. Madame la ministre, merci. Josh et Mamta, nous avons vraiment donné l'importance à ces défis auxquels font face vos pays. Mais votre société met au point des voies et des moyens permettant d'élaborer des protéines, de mettre au point justement des protéines plantes. Et à votre avis, quelles devraient être les problématiques sur lesquelles les pays devraient se concentrer par rapport à votre expérience au Libéria, surtout dans la création de céréales avec manioc. Et je me demande combien ici présents savent de quoi il s'agit. Je vais vous expliquer cela. Il me semble que, du moins d'où je viens, moi-même, à partir du moment où on regarde autour de soi, autour de la planète, avec une vaste perspective, nous n'avons pas de système alimentaire stable et sûr, et pour bien des raisons diverses. Mais je vais me concentrer sur une de ces raisons. Un tiers du monde aujourd'hui, eh bien, se consacre à une seule et unique activité. Donc soja et maïs, surtout pour nourrir les animaux que nous, mêmes êtres humains, mangeons. Donc un tiers de la terre arable eh bien, est utilisé pour nourrir le bétail. Davantage de maïs aux animaux que nous mangeons que ce que nous consacrons aux personnes qui meurent de faim en ce moment. Et si l'on commence à sortir du système quelque peu dans lequel nous vivons, et que nous allons un peu plus loin, il est très difficile de vraiment, illogique de se dire que cela est raisonnable. Donc tout ce terrain, tout ce territoire, à partir du moment où le changement climatique s'accélère et où les cours des denrées alimentaires sont en hausse et de l'énergie aussi, aux États-Unis, quelques $4 par douzaine de pommes ou de bananes, eh bien, il nous faut vraiment trouver quelque chose qui va fonctionner pour tout le monde, pour ceux qui souffrent le plus et qui sont en insécurité alimentaire, et aussi de façon écologique. Et il conviendrait de ne plus se servir des ressources hydriques comme nous le faisons en ce moment. Alors, je vais vous parler de notre activité qui va peut-être paraître un peu étrange au début. Alors, le soja qui est utilisé dans ce genre de programme, c'est surtout pour nourrir des aliments, mais à partir des cellules qui sont dans des banques de cellules pour s'obtenir soit un œuf ou un morceau de viande. Et ensuite, on trouve des nutriments pour nourrir cette cellule dans
un laboratoire, et donc ce n'est pas de la viande faite par des plantes, mais de viande où l'on utilise moins de 70% du terrain et beaucoup moins de ressources hydriques. Et je puis vous rappeler que par rapport à tout ce qui a été lancé au tout début, tout le monde avait beaucoup de craintes à l'endroit de ce programme, de ce genre de programme. Donc la technologie, des technologies telles que celle-ci, des produits, disons, des mécanismes scientifiques tels que ceux-ci, eh bien, nous permettent de nous constituer des moyens plus dynamiques, plus courageux que d'avoir un système alimentaire plus sûr, plus sain, plus nutritif et plus diététique. Et d'ailleurs, j'ai travaillé dans un pays en Afrique de l'Ouest à une époque, et aussi en Afrique du Sud et au Kenya également, mais donc ici aux États-Unis également, donc beaucoup de régions. Et quid de cette initiative, justement, en plus grand détail? J'aimerais beaucoup en savoir davantage sur subcultured meat. Cell-cultured meat, de la viande mise au point par des cellules en labo. Lorsque je travaillais au Libéria à l'époque, parfois il est difficile d'opérer une distinction entre malnutrition extrême et déficience en macronutriments. Et je sais que là, il y a énormément de carences en matière de macronutriments en Afrique de l'Ouest et ailleurs. Et dans ma société, eh bien, l'on réfléchit à comment on pourrait conjuguer différents aliments, denrées alimentaires, les mettre ensemble, les réunir pour créer quelque chose qui sera différent et un peu plus sain et plus diététique. Et donc, nous avons justement ce porridge qui a été créé grâce au manioc. Et nous travaillons pour ce faire avec des populations sur le terrain au Libéria pour faire pousser le manioc d'une part et distribuer le produit. Ensuite, en fait, il n'y avait pas à l'époque de technologie révolutionnaire. Il fallait que nous réfléchissions à un moyen judicieux, bien avisé que d'avancer, mais surtout de faire des progrès avec des modèles, des business models, des modèles d'activité robustes et utiles. Mais comment est-ce différent des autres mécanismes? Eh bien, en fait, cette poudre est présentée dans un paquet, eh bien, beaucoup plus de style quelque part, mais est constituée de davantage de micronutriments. Et donc, il s'agit vraiment d'un point de vue diététique, nutrition. Eh bien, à partir du moment où vous avez un porridge avec beaucoup plus de macronutriments, donc Power Girl, c'est un aliment en fait qui est en concurrence avec le vôtre. C'est tout à fait fascinant, c'est très technique. Marie, que pouvons-nous faire? Vous voyez ce que nous pouvons faire avec la technologie de pointe et la science. Certains pays en développement, et tout particulièrement ceux-ci, justement, ont le défi supplémentaire que de devoir recevoir des modes de financement et surtout de se les garantir. Que peuvent faire les institutions multilatérales telles que la Banque mondiale et d'autres? Quels sont les partenariats robustes qu'il conviendrait de solliciter et de réunir et de convoquer pour surmonter ce genre de crise à l'échelon mondial d'insécurité alimentaire? Merci beaucoup de me donner la parole, dit Marie Pangesu. Je suis vraiment très heureuse d'être ici pour prendre la parole. Et d'ailleurs, là, je fais vraiment partie du conclave du capital humain. Lorsque l'on parle de conclave, on parle d'autres conclaves, n'est-ce pas? Tout ce que nous voyons, c'est le conclave pour élire un nouveau cardinal, plutôt le pape. Et donc, on regarde ça comme étant justement le moment où il faut tourner le regard vers la fumée blanche qui va sortir. Et lorsqu'il s'agit, vous le savez, il s'agit d'apprentissage de pair à pair par les pairs. Et là, l'on se rend compte qu'il y a des défis que beaucoup d'autres connaissent et qui sont semblables. À partir du moment où on envisage des solutions, et d'ailleurs je vois que d'autres en proposent des solutions diverses et variées par rapport aux problèmes auxquels nous faisons face. Alors pour répondre à votre question, le rôle de la Banque mondiale et des enveloppes de financement pour justement prendre à bras le corps cette crise et surtout l'impact que justement cela a sur le capital humain, eh bien il nous faut faire preuve de réalisme, il faut être réaliste, étant donné les contraintes de ressources auxquelles font face les pays, et surtout lorsqu'il s'agit de faire face à des crises multiples superposées, la crise alimentaire, la pandémie, ensuite la pandémie. Évidemment, la pandémie est toujours ici, est toujours présente, et l'impact du conflit en Ukraine, la guerre en Ukraine. Et on a d'ailleurs entendu lors des différents conclaves que les pays doivent prendre à bras le corps le problème des réfugiés, des migrants, des populations déplacées qui ont dû justement quitter leur région ou pays pour fuir les aléas du changement climatique, les catastrophes naturelles, et donc des
flots, des flux de réfugiés énormes qui traversent les frontières. Et par conséquent, c'est un défi de grande envergure, énorme, et il nous faut faire preuve de créativité et d'innovation en tant que partenaire et en travaillant de concert. Et donc la Banque mondiale, pour justement aiguiller le mouvement, a mené des recherches dans les quelques 2 dernières années et des mécanismes de recherche, quelques 4 milliards consacrés aux denrées alimentaires et aux produits de base pour plutôt mieux réagir aux crises superposées. Donc, dans de nombreux pays, il y a des problèmes, mais il convient d'avoir un certain nombre de modalités d'enveloppe d'appui. Et l'IFC, la Société financière internationale, a une plateforme de sécurité alimentaire de quelques 70 milliards de dollars de valeur. Et donc Josh pourra peut-être intervenir parce que là, je réfléchis à des solutions concrètes et pragmatiques. Vous avez parlé de ce porridge basé sur le manioc. Dans mon pays, on faisait des choses très très simples. On n'avait pas besoin d'avoir des technologies de pointe et de rupture. Mais pour l'huile de chauffe pour cuisiner, eh bien, nous avions ajouté de la vitamine A dans cette huile. Et donc, on peut envisager des solutions particulièrement judicieuse et surtout bien avisée. Et c'est une des premières lignes de riposte, comme on l'a entendu de la part de bien des autres ici dans la salle, des transferts d'espèces et aussi de la distribution alimentaire, et non pas que de transfert de liquidités. Et donc, tout au long de la pandémie et depuis le début de la pandémie, eh bien, les femmes, au début, mangeaient moins au niveau des ménages, dans leur maison, mais il faut tout à fait et absolument s'assurer que les femmes soient bien nourries et justement mangent, et qu'elles soient vraiment, qu'elles bénéficient d'une alimentation, d'une diététique bien équilibrée. Et donc, on sait que les femmes nourrissent leurs enfants avant qu'elles ne pensent à elles-mêmes. Et donc, justement, à présent, le problème de ne pas avoir suffisamment mangé, eh bien, cela a un impact sur les enfants qui ont des problèmes nutritionnels. C'est très simple. Dans mon pays, on pourrait ajouter des haricots verts dans le porridge et cela ne représente pas un grand coût parce que l'on peut faire pousser ces haricots et d'ailleurs il y a là une teneur vitaminique importante. Donc on peut réfléchir aux technologies de rupture, de pointe, mais aussi plus simple avec les modalités, les enveloppes de financement à notre disposition. Et donc on a un grand nombre de partenariats avec les pays membres, bien sûr tous les pays membres. Mais quelqu'un a parlé de l'importance aussi de travailler auprès des communautés. Et donc, les partenaires, il y a les pouvoirs publics, le gouvernement local, les communautés locales et toute la communauté des donateurs et bailleurs de fonds. Et il convient de les convoquer, de les fédérer pour arriver à plus grande échelle au niveau des programmes exécutés sur le terrain et évidemment mobiliser le secteur privé et faire en sorte que celui-ci s'engage pleinement. Et le secteur privé, on n'en parle pas peut-être assez souvent, mais c'est un partenaire essentiel et vital en matière de sécurité alimentaire, surtout par rapport à ce que nous constatons à l'heure actuelle. Au niveau du G7 ou du G20, il y a tous ces partenariats à l'heure actuelle sur la sécurité alimentaire. Et là, l'objet est d'avoir une meilleure coordination des activités et améliorée. Et il y avait quelqu'un du PAM qui avait pris la parole il y a quelques jours, parce que nous travaillons sur le terrain depuis quelque temps du côté humanitaire. Mais après les activités humanitaires, il convient de permettre au pays de se reconstituer des stocks alimentaires et surtout des chaînes alimentaires viables, pérennisables ou pérennes et évidemment bien équilibrées du point de vue nutrition. Et donc le partenariat sur l'insécurité alimentaire mondiale qui avait été créé il y a plusieurs années. Et à un moment donné, à l'époque où cela avait été lancé, on s'était dit qu'il nous faut aussi envisager des éléments de réponse de plus longue haleine, à plus long terme. Et on était, après la dernière crise alimentaire, on était en train de réagir très rapidement avec des modalités accélérées de financement. Mais il est essentiel que les partenariats aujourd'hui se concentrent davantage sur les petits agriculteurs et pour veiller à ce que sur le côté de la production de culture, mais aussi sur le côté de la chaîne de valeur, tout cela soit évidemment traité et bien géré. Donc j'allais continuer, mais peut-être que cela vous suffit pour le moment. Oui, c'est formidable. Merci beaucoup, Marie. Et voilà des propos tout à fait percutants que vous avez évoqués. Et surtout ces solutions tout à fait simples qui sont justement disponibles ici et là. Comme vous l'avez dit vous-même, les enfants, bien sûr.
une crise alimentaire, c'est aussi une crise de la nutrition. Et les enfants, d'abord les femmes, et les enfants souffrent des conséquences à long terme, même à cause de petits chocs brefs. Et cela commence au niveau in utero. Et lorsqu'il y a toutes ces crises diverses qui pointent à l'horizon, et évidemment de plus en plus de personnes qui se nourrissent de produits alimentaires de faible qualité, de mauvaise qualité, pouvez-vous expliciter davantage quels seraient les impacts à long terme de ces crises alimentaires sur le capital humain aujourd'hui et pour les générations futures? Et pourquoi cela est-il si éminemment important? Est-ce qu'il conviendrait que nous en passions des nuits blanches tous les jours, nuit après nuit? Oui, absolument. Il faut que nous soyons en train de passer des nuits blanches, nuit après nuit. Absolument. Ici, le capital humain est cumulé. Et d'ailleurs, il commence depuis le fœtus, tout simplement, le tout petit fœtus, jusqu'à la naissance de l'enfant et son évolution à tous les stades. Et donc, les stades sont tous importants. Mais en fait, il n'y a pas, lorsque l'on est mal nourri dès le départ, eh bien, les retards se prolongent de plus en plus. Et donc, c'est un effet cumulé qui peut avoir un effet très néfaste sur le futur de l'enfant qui devient adolescent et adulte. Et donc, cet enfant, bien, ne peut plus rivaliser à ce moment-là. Il ne peut plus obtenir un emploi, il ne peut plus être diplômé, et il n'est pas vraiment, il ne peut pas avoir son plein essor et s'épanouir pleinement. Et donc, à cause des fermetures d'écoles, évidemment provoquées par la Covid-19, bon, d'aucuns disent ils ont raté une année d'école, tout ira bien, encore donnez-leur une année de rattrapage et tout ira bien. Mais franchement, non. Et franchement, il convient de se mettre dans la peau d'un enfant qui est en classe au niveau 2 et qui a décroché depuis au moins 2 ans, parce que déjà il y a eu une année de fermeture d'école. Elle revient, c'est déjà pas mal si elle a été rescolarisée, mais elle est maintenant à une classe de 2 ans de plus, deux classes supérieures, mais elle n'est pas du tout prête à lire un livre de ce niveau, ni de faire des calculs de niveau de classe supérieure par rapport au moment où elle a abandonné ses études, sa scolarisation. Et donc, il n'y a pas de rattrapage de l'apprentissage. Et donc, cette personne n'est plus à même de pouvoir lire les livres. Elle va commencer à avoir davantage de retard. Et là, encore une fois, décrochage et abandon des études. Elle aura sans doute aussi peut-être oublié ce qu'elle a appris justement au tout début à la classe primaire. Et donc tous ces impacts eh bien, sont autant de retard et de revers de manivelle tout simplement. Et si cette personne, la jeune fille, la petite fille va connaître de plus en plus de retard et être davantage à la traîne, et lorsque toutes ces écoles restent fermées, eh bien on sait que cette jeune personne n'aura jamais dans le futur la qualité d'apprentissage qu'auront obtenu d'autres enfants du même âge. Et donc la situation est très grave. Et c'est encore plus sinistre maintenant, parce que nous parlons des 1000 premiers jours d'un enfant, d'être la période vraiment vitale, tout simplement. Et le ministre du Bhoutan en avait parlé il y a quelques jours ou aujourd'hui. Il parle des les premiers 1000 jours et les 3 premières années comme étant de la vie d'un enfant. On essayait de mettre l'accent justement sur tout l'appui, tout l'accompagnement dont ont besoin les parents lors des 1000 premiers jours de la vie d'un enfant. Et là, que se passe-t-il? Eh bien, si vous n'avez pas cette espèce de stimulation cognitive, et de façon à ce que cela vous encourage à vouloir apprendre des langues et autres, eh bien, ou soit que vous soyez mal nourri, ou vous n'avez pas obtenu les aliments les plus nutritifs, eh bien, ces enfants ne pourront pas plus tard aller à l'école ou au moins avoir la capacité de lire ou de faire des calculs et de faire des progrès à l'école, tout simplement. Et c'est tellement sérieux, c'est tellement sérieux et grave qu'il nous faut vraiment y réussir et vraiment faire bouche en quelque sorte. Et donc avec les enfants en classe maternelle et au jardin d'enfants, eh bien lorsqu'il y avait eu des évaluations, on avait constaté que ces jeunes enfants n'avaient pas reçu de repas, d'une part, aux crèches ou dans les cantines, et donc la malnutrition s'exacerbe.
Et donc, il est vraiment essentiel, capital, que les personnes comprennent bien que le capital humain, justement, est un processus cumulé et que les efforts qui vont exister doivent être concertés dans les premières années. Mais d'abord, avant ces 3 premières années, les 1000 premiers jours sont critiques. Merci, Mamta. Et d'ailleurs, le Sénégal prend très très au sérieux le développement de la petite enfance, de la prime enfance, vous en avez parlé un peu plus tôt, mais le fait d'investir dans la nutrition des enfants et donc dans le cadre de programmes de stimulation, est-ce que vous pouvez nous parler de quelques-uns des investissements possibles, surtout dans des régions plus défavorisées de votre pays? Alors le Sénégal a une démarche plus exhaustive et d'ensemble général par rapport à la nutrition des enfants, sur 3 pieds en quelque sorte. Alors tout d'abord, un pied dans la communauté et l'approche communautaire. C'est de se poser la question qui tire le programme, qui le pilote. Au niveau de la communauté, au Sénégal, ce sont les femmes qui sont les pilotes. Comment faire en sorte que les femmes puissent bien nourrir leurs enfants et se servent d'aliments bien nutritionnels. Alors au Sénégal, il y a aussi le programme des cantines scolaires au Sénégal, programme couronné de succès. Et avec 2 objets. Tout d'abord, de faire en sorte que les enfants restent à l'école pour le plus longtemps possible. Et deuxièmement, de s'assurer que les niveaux alimentaires soient bons. Et l'UNICEF, le PAM et autres partenaires, eh bien, se réunissent pour assurer des programmes de cantine scolaire. Et voilà que ces programmes sont une opportunité, une occasion aussi pour les agriculteurs d'avoir de meilleurs moyens de subsistance et aussi d'avoir des revenus. Parce que ces programmes de cantine scolaire, eh bien, tout cela est un mouvement qui se fait lentement, un processus lent, mais cela permet de créer tout un écosystème qui fait intervenir la personne aussi et qui l'implique. Deuxièmement, deuxième pied, l'innovation au Sénégal. Et le Sénégal avait, dans le cadre de ces programmes de cantine scolaire, inclus les super aliments, les superfoods. Et vous savez que pour ce qui est de marathonien, eh bien, le baobab est essentiel. Vous avez sans doute entendu parler du fonio. Donc ces plantes autochtones, ces aliments qui sont tellement riches que le restant du monde achète auprès de nous ou il s'approvisionne chez nous, eh bien le Sénégal a à présent, par exemple, dans ce que l'on appelle le potager privé, eh bien l'on enjoint, on encourage les communautés à faire pousser le moringa, et parce qu'il y a plein de vitamine C, bien plus que dans les oranges, et autres vitamines et macronutriments qui sont importants et que les femmes peuvent intégrer dans les aliments qu'elles donnent à leurs enfants. Et donc, si vous voulez avoir un programme d'alimentation réussi et des cantines scolaires réussies, il faut que cela soit aussi basé sur l'impact économie, viabilité, durabilité, une coalition d'acteurs qui doivent être réunis, fédérés, avec ONG, OSC, travaillant main dans la main avec les communautés locales. Et donc, le message principal ici, c'est que là, il convient vraiment de se doter des produits autochtones, des produits alimentaires et des denrées alimentaires autochtones. Cela permet de refaire arriver nos aliments et nos denrées alimentaires chez nous et dans nos potagers. À votre avis, comment est-ce que les pays peuvent accorder la priorité au fait de renforcer, de préserver le capital humain en temps de crise? Nous avons parlé de partenariat. Quel rôle peut jouer la Banque mondiale? Comment peut-elle offrir son appui aux pays qui doivent protéger, renforcer le capital humain pendant la crise et à plus long terme aussi? Oui, alors j'aimerais dire d'emblée que le groupe, n'est-ce pas, non seulement la Banque mondiale, mais aussi l'IFC, nous sommes prêts à en faire davantage, à offrir le soutien dont ont besoin les pays, que ce soit pour des besoins urgents en temps de crise ou pour favoriser la résilience à long terme qu'il faut créer. Mamta a donné déjà quelques indications. Que faire des fonds? Nous donnons aussi de les connaissances, des données, une analyse qui permet d'utiliser au mieux les ressources, comment concevoir les programmes les plus efficaces de riposte
et les transferts de fonds sont souvent mentionnés comme étant la solution la plus facile en cas d'urgence alimentaire pour répondre aux besoins les plus urgents. Mais tout cela doit être ciblé, les efforts doivent être ciblés, n'est-ce pas? Les données sont primordiales aussi. Qui sont les personnes qui doivent être ciblées? On a parlé de systèmes d'identification numérique, les TIC, pour cibler les prestations, pour mesurer l'efficacité de ce que nous faisons, distinguer entre groupes vulnérables, qu'il s'agisse des enfants, des femmes ou des personnes handicapées, ou des personnes qui ne sont pas inscrites à l'état civil, qui ne sont enregistrées nulle part, comme les réfugiés et les migrants. Voilà la première riposte en urgence. Et nous avons entendu quelques mots de prudence. Notre président l'a dit. Il ne faut pas non plus octroyer des subventions à tout vent à toute la population, que les aliments soient... qu'il y ait des limites de prix pour les aliments, pour tous les aliments et pour tout le monde. Bon, en cas d'urgence grave, il faut que ce soit vraiment provisoire et que ce système soit démantelé progressivement. Il faut toujours en revenir à des efforts ciblés, qu'il s'agisse de soutien alimentaire ou transfert d'argent. Et lors de ces conclaves, nous tirons les enseignements de ce qu'ont fait les autres et les leçons de crise antérieures. La Banque mondiale a déjà vécu une telle situation dans le monde en 2008, notamment quant au moyen terme, donc sans oublier le court terme, mais comment favoriser la résilience à moyen terme, et notamment en vue de protéger le capital humain. Mamta a mentionné des programmes d'inclusion et de production, pas seulement transfert de fonds, mais donner des fonds initiaux pour créer une petite société, par exemple. Quand est-ce qu'on arrête de donner des fonds et on essaie de favoriser l'autonomie? Donc offrir des subventions pendant un espace de temps nécessaire, une période de temps nécessaire pour que les personnes deviennent autonomes, deviennent entrepreneurs. Et je pense que c'est le Koweït, notre ami du Koweït, qui a aussi mentionné quelque chose de très intéressant. On s'est rendu compte qu'il ne s'agit pas uniquement de financement, de savoir-faire, mais les compétences, les aptitudes psychologiques et émotionnelles ont toute leur importance. Quand on est au fond du trou, en situation dramatique, on manque d'assurance, on ne pense pas qu'on va pouvoir s'en sortir. Et souvent les femmes aussi sont très réticentes à prendre des risques. Donc il y a toutes ces dimensions psychologiques. Et ça, je n'y avais pas tellement pensé. Cela m'a ouvert les yeux quand notre collègue en a parlé. Puis quant à la production alimentaire, de nombreuses idées très intéressantes ont déjà été exprimées, mais nous devons faire notre possible pour augmenter la productivité, parce qu'il faut évidemment s'intéresser aux causes profondes de l'insécurité alimentaire, utiliser les engrais de manière plus efficace, s'attaquer au changement climatique, les subventions agricoles qu'octroient certains pays. Nous en avons discuté lors d'une autre séance, mais les subventions actuelles n'ont pas forcément pour effet d'améliorer la productivité et ne font qu'augmenter les émissions de GES. Donc, comment faire en sorte que les subventions n'aient pas ces effets préjudiciables, veiller à utiliser des méthodes de production durables et respectueuses de l'environnement. Nos équipes travaillent sur le terrain de manière très dynamique pour voir ce qui peut être fait pour s'attaquer aux causes profondes de l'insécurité alimentaire, notamment en Afrique. Et ce que l'on constate encore et encore et encore, c'est à quel point l'Afrique dépend des aliments importés. Que le Sénégal vient de le dire, il y a tant de produits alimentaires locaux, un immense potentiel de production locale. Il s'agisse des produits vraiment locaux ou autres récoltes plus ordinaires. Il faut saisir le taureau par les cornes. Il y a beaucoup à faire. Nous avons déjà eu ces conversations lors de la dernière crise grave en 2008 et
On s'y est beaucoup intéressé pendant quelques années et puis c'est tombé aux oubliettes. Mais maintenant, la crise climatique vient aggraver la situation. S'ajoute à la fragilité, la crise provoquée par la guerre et ainsi de suite. Mais en tout cas, nous sommes prêts à nous tenir aux côtés de tous les pays et les partenaires dans le monde. Et est-ce que le rôle du secteur privé est très important? Oui, il est primordial pour faire en sorte que la production alimentaire soit résiliente. Il faut tenir compte de la chaîne de valeur dans son ensemble et le secteur privé joue un rôle essentiel de la ferme à la table. N'est-ce pas? C'est une longue chaîne de valeur et il faut veiller à ce qu'il y ait efficience tout au long de cette chaîne de valeur. Donc le secteur privé a un rôle primordial, comme pour ce qui est de la question des engrais. Il appartient au secteur privé de jouer son rôle. Et c'est vrai aussi pour ce qui est de la technologie. Je viens d'entendre parler de l'agriculture de précision, savoir exactement quel est le meilleur type d'engrais pour telle plante. Et on peut utiliser des moyens, enfin les TIC, pour en savoir plus, pour qu'il n'y ait plus de gâchis, de gaspillage. Et à titre personnel, j'ai été donc à l'époque ministre du Commerce et on a pu calculer la quantité de nourriture gaspillée simplement dans le cadre du transport et de la distribution. L'IFC a une plateforme pour la sécurité alimentaire dotée de 6 millions. Alors voilà, maintenant donc effectivement c'est le moment pour vous d'intervenir, Josh, puisqu'il est question du secteur privé. Que devraient faire les pays pour encourager davantage d'innovation? Quelles sont les compétences, les qualifications qui méritent un investissement? Je pense que parfois on nous présente un choix qui n'en est pas un entre l'innovation et les solutions élémentaires. Ce qui est élémentaire, ce sont les sols, des micronutriments, de la vitamine A. Et par ailleurs, il y a les technologies sophistiquées, mais l'un n'exclut pas l'autre. Il faut les associer. On veut réduire les émissions de carbone, davantage de gens à vélo, énergie solaire. Tout cela peut aller ensemble. Les uns n'excluent pas les autres. Et il en va de même en l'occurrence. Alors, quelques solutions simples. J'aime beaucoup l'idée d'avoir de l'huile qui comporte de la vitamine A. On n'a pas besoin d'investir des millions pour y arriver. Ça me paraît éminemment logique. Et nous faisons quelque chose qui se rapporte à ces super aliments. Le mung bean, pour moi, est un super aliment, donc un type d'haricot cultivé depuis 4000 ans. Il y a une protéine particulière dans le stockage qu'on peut préparer comme des œufs brouillés. Et aujourd'hui en Thaïlande, nous avons des milliers d'agriculteurs. On obtient ce haricot d'autres pays aussi, y compris la Thaïlande. On arrive à séparer la protéine, la dite protéine. J'ai de nombreux vendeurs de café, Peet's par exemple. On peut acheter des produits qui comportent cette protéine qui a été récoltée par les agriculteurs en Afrique. Il y a de nombreuses cultures en Afrique subsaharienne auxquelles nous n'avons pas du tout pensé, qui ne sont pas prises en compte pour l'heure. Et que peuvent faire les pays pour favoriser ces cultures, ces récoltes? Déjà se rendre compte que la technologie a un rôle à jouer dans l'agriculture et avoir dans son équipe des personnes qui ont une expérience en la matière. Et nous l'avons dit, Singapour a beaucoup fait en la matière.
On peut créer un écosystème entier, un programme d'études universitaires. Et il faut peut-être on peut offrir des incitations par le biais de réduction d'impôts sur les droits de propriété. Les gouvernements octroient aussi du capital pour financer des entrepreneurs, dont nombreux sont ceux dont les idées sont vouées à l'échec. Mais par exemple, il se peut qu'il y ait une culture au Sénégal, par exemple, qui n'est pas exploitée aujourd'hui, mais il y aurait un agriculteur qui pense en fait qu'on peut en extraire une protéine et que cette protéine pourrait être vendue aux quatre coins du monde. Alors, même s'il a cette très bonne idée, ce n'est pas facile de créer sa propre entreprise. Il faut essayer de mettre en place un environnement propice où on offre un financement et ne pas se dire il faut à tout prix que chaque idée soit couronnée de succès. Donc le haricot en question était le haricot mungo. Avant de conclure ces discussions passionnantes, et nous avons entendu tant d'éléments d'information et de propositions très utiles, j'aimerais vous demander quelques réflexions pour conclure. Conclusions, constats auxquels vous êtes parvenus dans le cadre de ce conclave. Bon, allez, commençons par... donnons d'abord la parole à Marie. Ce conclave me paraît si précieux parce que nous avons tant de choses à apprendre les uns des autres. Nous avons mis le doigt sur l'importance des données, comment mieux exploiter les données. Ça, c'est vraiment un point saillant, me semble-t-il, pour réaliser tous les objectifs que nous avons mentionnés. Il faut absolument tirer parti des technologies et disposer des données nécessaires. Mais c'est un groupe extraordinaire de ministres et j'espère que nous avons tous appris des choses. Nous constituons un réseau. Un ministre peut toujours demander à un autre ministre, en fait, mais qu'est-ce que vous avez fait lorsque vous étiez confronté à ce problème ? Moi-même, ayant été responsable politique et ministre, c'est une très bonne chose. Bon, il y a une certaine pression exercée par les pairs, mais c'est aussi une source de réconfort que de pouvoir compter sur ce réseau de ministres, tous et toutes confrontés aux mêmes défis ou à des défis comparables. Donc c'est formidable pour ce qui est de l'échange des expériences. Josh. Je pense que la crise à laquelle nous sommes confrontés est une réelle opportunité, une occasion à saisir pour que l'on prenne des décisions plus audacieuses. Et parfois, on en a besoin. On a besoin de dépoussiérer un peu les choses et de réfléchir de manière plus lucide. Il faut se poser la question de savoir comment concevoir un système alimentaire qui fonctionne pour tous et toutes. Il faut peut-être reprendre les choses. Il faut une refonte du système parce que des choses qui étaient raisonnables il y a 40 ans ne sont plus très logiques aujourd'hui. Et il en découle de nombreuses idées, de nombreuses propositions, pas seulement celles que j'ai évoquées. Plus les investisseurs et les décideurs et d'autres institutions seront prêtes à saisir cette occasion pour réfléchir à une nouvelle conception des choses, une refonte. Madame la ministre, nous avons passé une semaine très intéressante, donc je vais lancer un appel à l'action qui ira au-delà du thème dont nous venons de discuter. La plupart des pays ayant assisté à plusieurs manifestations aujourd'hui souhaiteraient communiquer plusieurs messages à la Banque mondiale et aux institutions de Bretton Woods. Tous les pays, me semble-t-il, sont d'accord pour ce qui est de l'échelle. Nous souhaiterions voir des mesures d'une plus grande ampleur prises. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut accélérer les choses, qu'il faut faire preuve d'innovation, de créativité, et tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut promouvoir l'équité. Nous sommes tous d'accord, nous l'avons vu ces derniers jours, qu'il y a de nombreuses solutions déjà identifiées, mais il faut que ces solutions soient mises en œuvre à plus grande échelle. On ne peut pas se contenter de projets pilotes. J'ai abordé en début de réunion les ODD. Si vous ne le savez pas, en 2015, le monde est convenu de réaliser 17 objectifs d'ici 2030. Il n'y a que quelques années qui nous séparent de cette échéance et nous subissons des chocs
répétition qui entrave nos efforts. Et pour pouvoir vraiment progresser, tous les pays, mais notamment les pays en voie de développement, nous avons beaucoup besoin d'investissement, de capital, de financement. Donc nous lançons cet appel à l'action. Manta, vous aurez les mots de la fin. Alors, je souhaiterais dire 3 choses en guide de conclusion. Tout d'abord, je suis d'accord avec ce qu'ont dit mes copanélistes, avec tout ce qui a été dit, c'est la première chose. En deuxième lieu, il faut qu'on se rende compte que les réelles victimes de la Covid-19, ce sont les enfants. Et ces enfants subissent à l'heure actuelle la crise alimentaire. Au début de la Covid-19, tout le monde craignait de nombreuses fatalités, se rendait compte de la vulnérabilité des personnes âgées. Il y a eu des confinements à grande échelle. Les écoles ont été fermées pendant longtemps, les crèches aussi, les garderies. Et cela représente un terrible revers pour une génération entière d'enfants. Et ce sont en fait les victimes indirectes de la Covid-19, les victimes auxquelles on n'avait pas pensé, les enfants souffrant de malnutrition et des pertes d'apprentissage parce que ces enfants n'ont pas pu aller à l'école. Donc là, je crois qu'il faut qu'on se réveille, qu'on se rende compte ou qu'on prenne conscience de ce défi-là. Et ma troisième pensée serait pour dire que tout le monde se rend bien compte que la pandémie a eu un impact très inégal. Ce sont les pauvres, les enfants pauvres et les familles pauvres qui n'ont pas eu accès aux soins de santé, à l'alimentation, qui ont perdu leur emploi, ou les personnes les plus démunies, les plus défavorisées qui n'arrivent plus à trouver un emploi. Donc je pense que tout le monde réclame plus d'égalité. Et la Banque mondiale doit y être sensible, me semble-t-il. La ministre Sarr l'a dit, c'est la raison pour laquelle il y a des gens qui manifestent. Donc c'est ma troisième réflexion. Il faut quand même prendre au sérieux cet impératif de l'égalité, l'égalité entre nous au sein d'une génération, mais égalité surtout entre générations. Merci, un immense merci à vous tous, tout tant de propositions et d'idées si précieuses, et nous espérons justement que toutes ces idées si intéressantes seront concrétisées. Et nous espérons qu'un plus grand nombre de pays rejoindra le réseau du projet pour le capital humain afin d'aider plus de personnes, d'aider tout le monde à réaliser son plein potentiel. Un grand merci aux panélistes et à tout le monde qui nous a rejoints aujourd'hui.